Bonjour à tous, nous continuons notre cours sur le cœur et nous allons terminer d'aborder son anatomie. On peut voir à l'écran une animation qui nous montre le passage du sang à l'intérieur du cœur. On se rappellera que le sang circule des oreillettes vers les ventricules, puis qu'il sort lors de la contraction des ventricules. On reconnaît ici la veine cave supérieure qui amène le sang dans l'oreillette droite et la veine cave inférieure qui amène également le sang dans l'oreillette droite. Lorsque le sang sort du ventricule droit, il passe par le tronc pulmonaire, puis le tronc pulmonaire envoie le sang dans les artères pulmonaires. Alors ici, artère pulmonaire gauche, et derrière on la voit pas, mais il y a l'artère pulmonaire droite. De l'autre côté, totalement indépendant, on a du sang qui circule au rouge cette fois car il est plein de dioxygène, alors que celui tout à l'heure était bleu car plein de dioxyde de carbone. Nous avons ici l'oreillette gauche qui se remplit de sang parce qu'il y a des veines qui viennent des poumons, les veines pulmonaires gauche ici, et à l'arrière ici on les voit pas mais il devrait y avoir les veines pulmonaires droites, qui se rendent donc à l'intérieur de l'oreillette gauche, qui se remplit de sang, plein de dioxygène. Le sang se déverse dans le ventricule gauche, qui va, lors de sa contraction, envoyer du sang dans cette grosse artère-là, qui passe derrière le tronc pulmonaire et qui s'appelle aorte. On l'a donc déjà dit souvent, je le répète, le cœur est constitué de deux grandes sections bien distinctes, le côté droit et le côté gauche. On fait bien attention, le côté droit est toujours dessiné à gauche puisque c'est le cœur d'une personne que l'on observe, qui est en face de nous. Le côté droit ici contient une oreillette et un ventricule, donc oreillette droite, ventricule droit. Même chose du côté gauche, oreillette gauche, ventricule gauche. On a croisé tous les vaisseaux sanguins qui se rendent dans le cœur ou qui en partent. On va les renommer rapidement. Veine cave supérieure qui aboutit dans l'oreillette ici, veine cave inférieure qui aboutit dans l'oreillette ici. On a à la sortie du ventricule droit le tronc pulmonaire auquel sont rattachés l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite que l'on voit mieux ici. Pour le côté gauche du cœur, nous avons l'aorte à la sortie ici et les veines pulmonaires gauches qui sont là, qui se déversent dans l'oreillette, et les veines pulmonaires droites qui sont à l'arrière du cœur, qu'on ne voit pas, mais qui se déversent également dans l'oreillette. Alors, on les voit depuis tout à l'heure, ce sont des membranes qui séparent les oreillettes des ventricules, ce sont en fait des valvules, comme on avait vu à l'intérieur des veines, donc des petits systèmes mécaniques qui permettent au sang de circuler dans une direction mais pas dans l'autre. Alors ici on en a une qui va faire le lien entre l'oreillette qui est là et le ventricule qui est là. Alors ces valvules s'appellent valvules auriculo-ventriculaires. Donc ici c'est la valvule auriculo-ventriculaire droite, et ici, qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche, la valvule auriculo-ventriculaire gauche. Donc leur nom vient de auriculo, qui veut dire relatif à l'oreille, puis ventriculaire, donc c'est la valvule qui fait le lien entre l'oreillette et le ventricule. Il existe également des valvules, alors dont le but est identique, c'est-à-dire d'empêcher le sang de partir dans le mauvais sens. Donc ces valvules ici sont à la sortie du ventricule gauche. On a donc une petite membrane qui permet au sang de rentrer dans le tronc pulmonaire, mais qui l'empêche de revenir en arrière. Elle s'appelle valvule sigmoïde pulmonaire, puisqu'elle est reliée à la section pulmonaire. Sigmoïde voulant dire en forme de sigma, en forme de S si l'on veut. On a de l'autre côté bien la même chose, une valvule qui est ici, dans le petit coin caché qui est l'entrée de l'aorte. Alors cette valvule s'appelle également valvule sigmoïde en forme de sigma et elle fait le lien avec l'aorte. Valvule sigmoïde aortique. Le cœur est un muscle et en tant que muscle, il a besoin de recevoir du sang pour fonctionner comme tous les organes de notre corps. Alors, dès la sortie du ventricule gauche, le sang plein de dioxygène se rend dans l'aorte et on a déjà quelques tubes qui partent directement de l'aorte et qui vont aller alimenter le cœur lui-même en tant que muscle. Donc, ce sont des artères remplies de sang plein de dioxygène et elles portent le nom de artères coronaires. Ce sont ces artères qui souvent vont avoir un problème lors d'un infarctus, qui est une crise cardiaque, et lorsqu'elles sont bouchées par exemple, eh bien elles vont empêcher l'irrigation des cellules
cardiaques, donc musculaires du cœur, et donc l'empêcher de se contracter correctement, ce qui va entraîner son arrêt. Il existe des objets électriques, mécaniques, qui permettent au cœur de se contracter en envoyant des impulsions électriques. Alors on appelle ça des stimulateurs cardiaques, et ils contiennent une pile et ils envoient donc des petits signaux électriques pour entraîner une contraction régulière du cœur. On revoit rapidement l'ensemble du fonctionnement du cœur, avec le sang plein de dioxyde de carbone qui arrive par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Donc ce schéma est très net, on voit l'orifice ici, l'entrée de la veine cave supérieure et l'entrée de la veine cave inférieure. Nous sommes dans l'oreillette, on descend ici et le sang se retrouve donc dans l'oreillette droite, il passe à travers la valvule auriculo-ventriculaire droite, il se retrouve dans le ventricule droit, qui lors de sa contraction pousse le sang dans l'oreillette, dans la valvule sigmoïde pulmonaire, qui fait donc le lien avec le tronc pulmonaire puis les artères pulmonaires. Le sang ne peut pas revenir en arrière et le sang plein de dioxyde de carbone est envoyé dans les poumons, poumon gauche et poumon droit. Sang plein de dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone va être évacué lors de l'expiration et les globules rouges vont récupérer par la suite le dioxygène lors de l'inspiration. Le sang est alors renvoyé vers le cœur. Il est plein de dioxygène, on le représente en rouge, alors que le sang plein de dioxyde de carbone est représenté en bleu. Et ce sang plein de dioxygène est acheminé vers le cœur par des veines. Alors ce sont les veines pulmonaire gauche ici, veine pulmonaire droite ici. Ces veines pulmonaires arrivent dans l'oreillette gauche et vont déverser du sang plein de dioxygène. Le sang est poussé par l'oreillette dans le ventricule en passant par la valvule auriculo-ventriculaire gauche. Ce sang se retrouve dans le ventricule gauche, puis va être envoyé lors de la contraction du ventricule dans l'aorte en passant à travers la valvule sigmoïde aortique. Le sang est alors acheminé dans toutes les cellules du corps pour distribuer notamment le dioxygène. On revoit ça une dernière fois. Tous les termes que nous venons d'employer. Voilà donc tout ce qu'il y a à connaître sur le cœur. On rajoutera quelques petites notions liées à ce qu'on a fait lors de l'activité en classe. Alors, lorsque le cœur se contracte, il exerce une pression relativement forte sur les parois des artères. Ces artères, heureusement, contiennent des cellules musculaires qui leur permettent de résister à cette pression. Et c'est cette pression que l'on mesure lorsque l'on prend un appareil dont c'est le but, le sphygmomanomètre. Et cette pression exercée lors de la contraction cardiaque est ce que l'on appelle la systole. Donc cette systole, c'est le moment où le sang pousse avec une forte pression sur les parois de l'artère, car le cœur est en train de faire une contraction. Normalement, cette valeur de pression est mesurée par le sphygmomanomètre aux alentours de 120 mm de mercure. Donc le fonctionnement du sphygmomanomètre rapidement, c'est un petit coussin gonflable qui écrase l'artère brachiale et le sang n'arrive plus à passer. Le stéthoscope à l'arrière ne détecte pas de battement cardiaque puisque le sang est bloqué. Et on va peu à peu faire baisser la pression du sphygmomanomètre, ce qui va à un moment donné être insuffisant pour bloquer la pression exercée par le cœur. À ce moment-là, le sang va être capable de passer. C'est le moment où le stéthoscope va détecter les battements cardiaques. Donc c'est ce moment où le cœur exerce une forte pression, on appelle ça la systole. Lorsque le cœur se relâche et qu'il se remplit de sang, on appelle ce moment la diastole, et lors de ce moment, il y a une faible pression exercée sur les parois du sphygmomanomètre. On va continuer à détecter les battements cardiaques tout au long de l'abaissement de la pression de l'appareil, et on va finir par ne plus rien détecter ou détecter une très très faible information lorsqu'il n'y a plus de pression à exercer ou que la pression est presque identique à celle naturellement exercée sur les parois de l'artère sans qu'il y ait contraction. On va habituellement détecter la diastole aux alentours de 60, 70, 80, voire 90 mm de mercure. On notera au passage l'hypertension, qui est un problème de santé relativement
commun et connu et qui peut causer de gros problèmes puisque le cœur se retrouve à appuyer avec une pression anormale pour faire circuler le sang. Donc ça peut être dû à des bouchons à l'intérieur des artères. On en a déjà parlé avec les LDL par exemple, ou une nourriture trop salée qui va faire également monter la tension. Alors ce sont des problèmes qui... L'hypertension peut entraîner des dégâts à l'intérieur du corps puisqu'elle peut aller abîmer des cellules, notamment dans l'œil, des cellules rénales, voire entraîner des ruptures de vaisseaux sanguins à l'intérieur du cerveau. Le cœur bat normalement entre 50, 60, 70, voire 80 fois par minute au repos. On appelle ça le rythme cardiaque. C'est l'information qui est détectée par les appareils électroniques qu'on utilise dans le milieu médical. Et ce sont les battements que l'on peut voir ici sur l'électrocardiogramme lorsque tout va bien. Voilà. Alors, l'électrocardiogramme, c'est une mesure des courants électriques qui sont détectés dans la grande région cardiaque et un médecin spécialisé, un cardiologue ou une personne qui travaille dans ce domaine sera capable de détecter s'il y a ou non des problèmes dans les impulsions électriques liées au battement cardiaque en observant donc l'électrocardiogramme appelé également ECG. On terminera le cours sur le système circulatoire en se rappelant et en comprenant bien que le réseau de circulation du sang, ce n'est pas seulement que le cœur, mais évidemment tous les tubes dont on a parlé, les veines caves, l'aorte, etc., sont le début de la circulation sanguine, mais que par exemple, si on regarde l'aorte ici, l'aorte va rapidement se diviser en plusieurs canaux qui vont avoir des noms différents. Alors le sang qui sort de l'aorte va être envoyé par exemple dans les bras et dans la tête. On va avoir également l'aorte qui va descendre à l'arrière du cœur, qui va envoyer du sang dans les organes de l'abdomen, donc dans le foie, dans les reins, et dans les membres inférieurs, les jambes. Alors ces artères-là, qui portent le sang du cœur vers les organes, ont des noms. Et il existe également des noms pour les veines qui ramènent le sang vers le cœur. Donc la veine qui ramène le sang jusqu'à la veine cave supérieure, ici, la veine qui vient du bras, la veine qui vient des organes, etc. Alors, il y en a beaucoup d'autres des noms, mais cette année, on retiendra l'artère carotide qui amène le sang. Il y en a plusieurs, mais là on n'en voit qu'une. Une artère carotide qui amène le sang dans la tête. La veine qui correspond, c'est la veine jugulaire. Elle ramène le sang de la tête vers le cœur. On a une artère ici qui est une partie de l'aorte et qui passe sous la clavicule, donc c'est l'artère sous-clavière. On a son équivalent, évidemment, pour ramener le sang, la veine sous-clavière. On a dans le bras l'artère brachiale avec la veine brachiale. On notera au passage que il y a une artère ici représentée et une veine de l'autre côté. Évidemment, dans chaque bras, on a une artère et une veine. C'est pour des besoins de simplifier le schéma qu'on on a mis les artères d'un côté et les veines de l'autre. Dans la réalité, il y a une veine brachiale et une artère brachiale à gauche, même chose à droite, et c'est valable pour tout ce que je vous présente ici. On a une artère qui rentre dans le foie, c'est l'artère hépatique. On a la veine hépatique qui en ressort, une artère rénale qui va rentrer dans le rein et même chose, une veine rénale qui ressort le sang du rein pour le renvoyer dans le cœur, bien sûr. On a à travers l'os iliaque une grosse artère, donc l'aorte qui finit par se diviser en deux grosses artères, les artères iliaques qui passent à travers l'os iliaque, qui va finir par devenir, donc on a l'équivalent de la veine iliaque, qui va finir par devenir l'artère fémorale le long du fémur avec son équivalent, la veine fémorale. Voilà ce qu'il y a à retenir pour ce cours. À noter au passage qu'on peut inverser le schéma. Évidemment, tout est semblable dans l'autre sens, ça ne change rien. Les artères peuvent être à droite, les veines à gauche. Et voilà donc ce qui termine ce deuxième cours sur le cœur.